On va modifier un tout petit peu la fin pour vous permettre d'intervenir. Donc on va ne pas faire la table ronde, mais répondre aux questions. Moi, je voulais juste, en introduction des questions, dire que finalement, cette journée elle a été très éclairante, que ce soit la lombalgie ou les épaules. On voit bien qu'on vous a donné une fiche directive, c'est-à-dire faire des diagnostics spécifiques, que ce soit pour la lombalgie ou pour l'épaule, qui vont demander une prise en charge particulière, adaptée, éventuellement chirurgicale. Et puis, quand c'est du non spécifique, eh bien, c'est la coordination, c'est des démarches précoces d'insertion, coordonnées, avec cet objectif de retour au travail qui est un point important. Alors, j'ai appris la nouvelle définition des RTT, je pense que Martin Hirsch appréciera, donc on va lui souffler que pour la santé et pour diminuer les jours de reprise, de retour thérapeutique au travail. Y a-t-il, Michel, je te demande de nous rejoindre. Y a-t-il des questions dans la salle? Tout le monde est préoccupé, c'est le problème. On souhaite bien sûr finir à l'heure, mais je vous rassure, Limoges est une ville où il n'y a pas de bouchons massifs et que ceux qui ont leur train à 16 heures n'ont pas de difficulté. Moi, j'en avais une qui est un petit peu... on a parlé des patients avec rupture qui avaient des mobilités fonctionnelles correctes. Est-ce qu'on a une idée en biomécanique de comment, finalement, ils arrivent, alors qu'il y a des ruptures, à avoir une fonction de qualité? Et est-ce que c'est ces muscles scapulo-thoraciques qui arrivent à compenser mieux dans certaines fois et moins bien ou pas du tout dans d'autres? Oui, nous, c'est ce qu'on pense. On pense que la compensation, elle va se faire entre le deltoïde, les scapulothoraciques, les humérothoraciques, possiblement. Pourquoi certains arrivent à compenser, d'autres non, mais ça serait une des explications. Et il y a eu aussi un travail de Colin, qui est un chirurgien orthopédiste, et lui, il regarde également les déficits d'élévation active en fonction du type de muscle. Et dans une des descriptions qu'il nous avait faites, il a dit que quand il n'y avait pas de sous-scapulaire, c'était vraiment un critère de déficit d'élévation active. Mais il y a quand même une compensation possible dans ce complexe de l'épaule que parfois les patients arrivent à atteindre quand il n'y a plus de douleur et qu'ils sont soulagés. Maintenant, à long terme, ça donne des troubles biomécaniques. Donc après, ça va dépendre de l'âge du patient, de sa demande physique, etc. Mais il y a probablement plein de muscles qui peuvent compenser des déficits une fois que le patient n'est plus douloureux. Ne parlez pas des travailleurs du BTP, parce que là, une fois que la coiffure en Mais plus... si, pourquoi pas, BTP sans coiffe compliqué. Y a-t-il des questions? Oui. Dans le cadre d'un retour rapide au travail pour des travailleurs souffrant des épaules ou du rachis, un travail de rééducation dans un centre spécialisé, bien sûr, très intéressant. Mais dans notre problématique, souvent, quand nous voyons ces salariés dans le cadre d'une visite de pré-reprise, nous nous heurtons souvent à des délais d'accessibilité dans les centres de rééducation qui sont parfois très élevés, qui peuvent aller jusqu'à 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et effectivement, c'est difficile de mettre en place. Non seulement, soit on habite dans une grande ville et c'est très facile parce que sur le plan matériel, les gens peuvent y aller facilement. Quand les salariés sont éloignés, c'est plus difficile d'accès. Et je me demandais s'il y avait des programmes de formation concernant les rééducateurs, kinés, etc., pour travailler sur la perte de confiance et la réadaptation à l'effort et aux peurs des douleurs entraînant la mobilité. Martine? Ça, je suis tout à fait d'accord, mais moi, je vous renverse la question. Je discutais avec quelques médecins du travail. Nous,
On a également, quand on veut favoriser le retour au travail, on n'arrive pas à joindre les médecins du travail. Or, plus on collaborerait vite, plus on arriverait. Mais bon, je ne réponds pas à votre question, mais on a la même dans les grandes villes. Mais en tout cas, vous avez tout à fait raison, c'est une vraie problématique. Il n'y a pas suffisamment de transparence, on ne sait pas où adresser les patients, les délais sont hyper longs, on n'arrive pas à joindre les médecins. C'est une vraie problématique qui existe, qui n'est pas réglée. Alors nous, on a une petite expérience, on a en fait, puisqu'on a des délais de 6 mois, etc., on a un réseau de kinés avec qui on collabore, on fait des formations, ils font partie de notre réseau et ils font des mini-réentraînements à l'effort adaptés, on essaie de se former. Mais comme on l'a vu, c'est multidisciplinaire, on est loin d'avoir tous le même discours et c'est une vraie problématique qui, j'espère, va s'arranger. Parce que déjà, de collaborer, d'avoir la même information, d'avoir la même conduite à tenir, ça a facilité d'avoir des réseaux peut-être plus souples en ville avec des kinés qui sont également mieux formés à cette problématique de plus en plus. En tout cas, en ce qui concerne le rachis lombaire, il y a vraiment une meilleure formation, une meilleure collaboration. Mais je suis bien d'accord avec vous que c'est un problème non résolu. Et je pense que tous, à notre niveau, on peut faire un peu d'éducation thérapeutique, que ce soit le médecin généraliste, le médecin du travail, le rhumatologue, le kiné, toujours en rassurant le patient, en lui donnant une information pour faire de l'exercice physique, voilà, pour qu'on essaie de prendre en charge rapidement et d'éviter en fait une faible proportion qui a besoin vraiment du centre de rééducation. Si on les prend assez tôt, ils peuvent d'eux-mêmes reprendre leur activité quotidienne. Mais ça, il faut le repérer très tôt. Après, il y a des guides du dos qui peuvent être un soutien à la fois pour vous, pour expliquer, puis pour remettre quelque chose au patient qu'il ait à lire tranquillement chez lui par la suite. Vous m'entendez ? Docteur Ngo, médecin du travail du BTP de Rennes. J'ai une question pour le docteur Proust concernant les patients qui ont été opérés de la coiffe des rotateurs. Parmi les facteurs influençant le retour en entreprise, vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'il y a la durée de l'arrêt de travail. Donc, lorsqu'on voit quelqu'un en visite périodique, par exemple, et qui présente une symptomatologie de rupture, est-ce qu'il faut penser à l'arrêter dès cette visite ou bien en sachant qu'il n'a pas encore vu le chirurgien, ou est-ce qu'on essaye de le maintenir au maximum, si possible, à son poste jusqu'à ce qu'il voie le chirurgien pour préparer peut-être une chirurgie? Parce que semble-t-il, si on l'arrête trop tôt, ce n'est pas un facteur favorable. Oui. Je pense qu'il est vraiment... Il y a deux choses importantes. C'est de maintenir au maximum le patient dans son activité, si tant est qu'il puisse, parce que quand la symptomatologie est trop importante, mais s'il peut garder son activité professionnelle, il faut le maintenir, même en attendant une éventuelle intervention. Ça, c'est une remarque que je me suis faite moi-même dans ma propre expérience, et c'est ce qu'on voit aussi dans la littérature. Plus l'inactivité est longue, plus la reprise sera difficile. Ça, c'est vraiment vrai, c'est le cas de le dire. Et une autre chose qui est vraiment très importante avant toute chirurgie pour vos patients, c'est de bien vérifier qu'ils gardent une épaule bien souple, de ne pas les laisser... Alors certes, s'ils sont en arrêt de travail parce qu'ils ne peuvent même pas travailler du fait de leurs symptômes, de leur demander de garder une certaine activité. Je vois beaucoup de patients qui arrivent avec un diagnostic de rupture de coiffe et mon médecin m'a dit surtout ne plus bouger, ne plus rien faire. La rupture est faite. Le fait d'utiliser un membre supérieur sur une rupture, ça peut faire mal, ça peut entraîner une symptomatologie, mais ça ne va pas forcément aggraver la lésion. Donc il vaut mieux garder l'activité, ne serait-ce que pour garder l'activité musculaire compensatoire. Le patient inactif n'aura pas cette activité musculaire. Donc non, là, il n'y a pas beaucoup d'hésitation à mon sens. Le patient doit rester actif et s'il peut continuer de travailler, qu'il continue en attendant une éventuelle prise en charge chirurgicale.